aujourd'hui, vous venez nous parler de... Je vais me cacher derrière. Les chemins de l'égalité, donc un ouvrage que vous publiez aux éditions de la Fondation Jean Jaurès et de l'Aube. Nous revoici avec Flora Bommelin, bonjour. Bonjour. Romain David, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Mais quels sont, concrètement, les principaux enseignements, enfin ce que vous dégagez principalement de ce panorama-là et voir ce que vous avez vous-même appris en fait? Alors il y en a plusieurs et après avec Flora, à partir des enseignements, on essaye d'ailleurs de proposer des pistes qui permettent de réduire justement ces inégalités parce que le but c'est pas uniquement de les mettre sur la table, mais c'est de voir ce qu'on peut faire. On a effectivement beaucoup de données d'enquête, mais aussi, on a aussi des données exogènes, beaucoup de données officielles. Que ça, je pense, beaucoup de gens connaissent. Le fait que les femmes occupent évidemment des... Enfin, évidemment non, mais on sait qu'elles occupent des emplois plus précaires, moins qualifiés, moins bien rémunérés. Et quand je dis ça, c'est à compétences égales. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler des inégalités objectives. Voilà. Mais vous avez aussi, et c'est ça qu'on explore, beaucoup d'inégalités subjectives qui sont en partie intériorisées. Donc on en a un certain nombre. On peut prendre certains exemples emblématiques de la mobilité professionnelle, par exemple, où les femmes... On voit dans nos enquêtes, aimeraient davantage faire faire des mobilités internes ou des mobilités externes. Donc changer de poste au sein d'une même entreprise ou changer d'entreprise, voire changer de statut, se mettre en freelance. Et pourtant, ce sont les hommes qui font le plus de mobilité. Donc il y a des espèces de barrières invisibles comme ça qui se créent. Les femmes s'autorisent moins le champ des possibles. Et quand elles font une mobilité, c'est plus une mobilité subie. Par exemple, quand on occupe un emploi précaire, les conditions sont plus difficiles, donc on a tendance à changer plus facilement. Quand un enfant arrive dans le foyer, des événements de la vie personnelle, c'est une mobilité qui va être plus subie. Et si on prend un exemple chez les cadres, donc dans le top management, on voit que la meilleure... Alors en France, on valorise très peu la richesse interne dans les entreprises. C'est un des grands problèmes de la culture managériale française. C'est-à-dire qu'on considère qu'un bon recrutement est un recrutement externe et qu'on regarde peu, alors bien sûr ce sont des chiffres, donc ce sont des moyennes, mais on fait moins attention, et ça va peut-être évoluer depuis la crise sanitaire, à la richesse, au vivier interne. Or, on voit que les hommes, quand ils évoluent dans la hiérarchie, ils vont eux jouer plus la mobilité externe, mais ils ont cette seconde chance de la mobilité interne. Très peu de femmes, en revanche, arrivent à des postes de direction grâce à une mobilité interne. En ayant gravi les échelons. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'on voit aussi dans nos enquêtes, parce que comme l'a dit Romain, il y a des grands chiffres un peu... les chiffres de l'INSEE qui montrent des inégalités très objectives. Mais nous, ce qu'on mesure dans nos enquêtes, et c'est ça qui en fait la richesse aussi, c'est la perception du vécu dans l'entreprise. Et alors, on a une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que... les femmes, elles sont assez attachées à l'entreprise, elles sont attachées au rôle que l'entreprise peut jouer. Et paradoxalement, quelque part, elles s'y sentent moins bien. Dans le sens où elles ont moins le sentiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur que les hommes. Elles souffrent aussi plus fréquemment troubles musculo-squelettiques ou bien de risques psychosociaux. C'est nos deux acronymes TMS et RPS. Jargon professionnel. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, quand on le mesure, quand on le demande de les déclarer, c'est... En fait, sur les niveaux hommes-femmes, c'est à peu près la même chose, mais en fréquence, c'est plus souvent, les femmes, ça leur arrive plus souvent. Nos troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux. Et on voit aussi que le niveau de stress, il envahit plus facilement aussi la sphère perso, où elles vont y penser en même temps qu'elles sont hors de leur journée de travail, etc. Donc en fait, il y a un vécu des femmes au travail qui est plus difficile. Ah oui, donc le télétravail peut renforcer cette inégalité. Ce qui paraissait être une solution à tout, c'est vu que les femmes ont des tâches, une charge domestique supplémentaire, autant le télétravail peut leur améliorer la vie, c'est super, et en fait non. Et en fait, on est à la croisée des chemins en fait. On est à la croisée des chemins, on ne sait pas. Voilà, restons optimistes, mais comme le dit Flora, on ne peut pas nier qu'il y a cette tendance-là qui commence à émerger dans nos enquêtes, à la fois du télétravail qui permet de mieux s'organiser, mais attention, mieux s'organiser pas forcément pour son bien-être, mais pour s'occuper d'autres tâches. Et puis aussi, comme tu l'as souligné, quand vous êtes en télétravail, et ça tous les salariés le soulignent, c'est beaucoup plus difficile de faire reconnaître son travail. D'abord parce qu'on sait qu'il y a la crainte qu'on est en train de rien faire, on est en train de glander, ça c'est la culture aussi un peu managériale française, où il y a un manque déficit de confiance, donc ça ne remonte pas qu'au télétravail et d'autonomie. Et si vous êtes sur site, vous pouvez quand même plus facilement montrer, être prêt de faire acte de présence et montrer ce que vous faites. Donc, pour l'instant, les femmes sont très heureuses et les hommes aussi, ceux qui font du télétravail, sont plus épanouis. Ça marche bien. D'ailleurs, sinon, ça n'aurait pas tenu depuis que la crise sanitaire s'est atténuée. Mais attention à ce risque. Voilà, donc ça c'est le risque et c'est le scénario catastrophe. Mais
voilà, on peut pas nier que c'est un peu ce qu'on peut sentir poindre. Voilà, donc c'est Attention, danger. Voilà, attention, danger. Que le télétravail ne devienne pas le nouveau temps partiel, en fait. C'est-à-dire que les femmes se l'approprient parce que ça leur facilite la vie et qu'on ne remette pas les choses en place. Après, on peut voir aussi un scénario plus positif, de se dire le télétravail, pour ceux qui peuvent le pratiquer, c'est ouvert à tous, hommes comme femmes. Et donc ça peut aussi donner l'opportunité aux hommes qui disaient toujours « Ah, mais je peux pas, j'ai une réunion, etc. » de finalement d'arrêter ces petites excuses et de prendre leur part dans la gestion domestique, parce qu'il y a aussi maintenant la possibilité de le faire plus facilement. Donc en fait, c'est la question de est-ce que tout le monde va s'en emparer à égalité pour mieux gérer l'aspect domestique, ou est-ce que ça va être encore une inégalité supplémentaire? On voit bien que c'est pas qu'un sujet professionnel, c'est un sujet sociétal global. Oui, parce que là, l'hypothèse que vous évoquez, c'est comment l'organisation du travail va modifier l'économie domestique et la vie perso. Exactement. En fait. Exactement. Spictide qui réagissait, qui disait, c'est vraiment dès le plus jeune âge que ça se travaille. C'est exactement ça, et on le voit même quand on les interroge sur l'éducation, sur les stéréotypes de métier chez les actifs. Alors heureusement, il faut quand même voir que depuis 20-30 ans, les stéréotypes baissent, mais certains ont encore la vie dure, notamment dans le fait, et on en a un exemple concret, que les métiers militaires de l'industrie du numérique seraient davantage accessibles aux hommes, mais des femmes aussi nous disent ça. Hein. Oui. Alors que des métiers de la santé, de l'éducation, tout ce qui est écouté, serait plus accessible aux femmes. Or, ces actifs-là sont des parents. Donc, il y a toujours le risque de la reproduction de ces stéréotypes. Et on en a un exemple très concret. On a vu la baisse du choix des filières mathématiques récemment, qui est beaucoup plus forte, alors qu'elles étaient déjà en minorité, chez les jeunes filles. Et quand on dit après que les métiers scientifiques, les métiers du numérique, surtout les métiers du numérique où il y a un tel besoin aujourd'hui, on manque énormément d'ingénieurs, il y a une telle difficulté à recrutement, les jeunes filles prennent encore moins, alors qu'elles en prenaient déjà pas beaucoup, en minorité. Oui, tu regardes une promo d'ingé, la parité elle n'est pas là, quoi. Exactement. Et donc après, en fait, quand tu veux chercher dans une boîte hyper scientifique, une boîte d'ingénierie, si tu veux valoriser les femmes, mais que déjà, en fait, tes employés, c'est à 80% des hommes... Parce qu'il n'y a pas de vivier. T'as pas de vivier, en fait, c'est ça le problème. Ça remonte loin. En fait, ça remonte très loin, c'est-à-dire que... Et c'est marrant, parce que quand on... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Mais si tu veux, si on aborde le sujet des quotas, qui est donc l'idée de mettre des quotas plutôt en haut, avec l'idée que ça infuse, ce que disait Romain, en fait, quand on questionne les gens sur ce sujet-là, les gens sont pas forcément très favorables, et ceux qui sont les moins favorables, c'est les hommes, mais c'est surtout les hommes qui travaillent dans des métiers masculins. Parce que forcément, si tu te mets à leur place... Tu leur dis, en fait, il y a 80% d'hommes dans ta boîte, je schématise. Mais à la direction, ce sera 1 sur 2, un homme et une femme. Alors forcément, là, tu te dis, c'est pas juste, parce que du coup, il y a moins de femmes et on va... Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de faire advenir un truc en haut, alors qu'en bas, c'est déjà pas le cas. Oui, mais si tu avais 50% d'hommes et de femmes dans l'entreprise, évidemment, à tous les échelons, naturellement, ce serait plus facile. Mais c'est que déjà dans beaucoup de métiers, c'est soit très masculin, soit très féminin. Donc c'est déjà disproportionné, donc c'est pas facile de mettre de la parité dans ces métiers-là. En tout cas, pas par le haut, déjà. Voilà, en fait c'est ça, c'est qu'il faut commencer par le bas. Et commencer par le bas, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait des filles qui soient en école d'ingénieur. Mais pour ça, il faut qu'elles aient choisi des maths au lycée. Et avec la réforme bancaire, c'est ce que dit Romain, avec la réforme bancaire, le fait que les maths soient devenues optionnelles, elles le choisissent moins. Et là, on est revenu 30 ans en arrière. Les chiffres, c'est ça, on est revenu 30 ans en arrière sur la pratique des maths par les filles. Alors, qui disait, j'ai l'impression que ça évolue quand même. Quand j'étais en école d'ingé, de mémoire, il y avait plus de filles que de garçons dans la filière maths. Donc peut-être un cas à part en tout cas, mais une évolution. On serait plus dans les classes d'école d'ingé où il y a que des mecs. Il y a une majorité de filles, non, ça on le mesure nous, mais après il peut y avoir heureusement des cas particuliers. En revanche, là où cette personne a raison, c'est qu'effectivement là on parle toujours à l'instant T, on voit quand même des évolutions, une évolution des mentalités ça va dans le travail. Bon sens. Ça va plutôt dans le bon sens. Ça reste plus présent à l'esprit que dans... Le seul problème, c'est que c'est dans la présence à l'esprit plus que dans l'action. Donc il reste à franchir la deuxième étape qui est l'action. Mais on voit quand même que hommes comme femmes considèrent que des femmes en management, ce serait tout aussi... qu'il y ait plus de femmes managers serait tout aussi positif. Qu'il y aurait... ça apporterait d'autres choses. Les mêmes compétences aussi en termes techniques que les hommes. Ça créerait pas en tout cas plus de problèmes, donc tout ça c'est très largement reconnu. Et je dirais qu'il y a un terreau favorable à ça aussi, qui est la confiance dans l'entreprise depuis le début de la crise sanitaire, qui est beaucoup plus forte. Peut-être parce qu'à l'inverse, on a moins confiance dans l'État, où on ne se sent plus démuni. Mais en ce moment, on a le sentiment, beaucoup de salariés, et surtout de jeunes salariés, ont le sentiment que l'entreprise peut aussi faire bouger les choses
dans ces domaines-là. Donc c'était un peu une culture vraiment plus anglo-saxonne, hein. Mhm. Et l'entreprise qui n'agit pas que sur ses propres, bien si ça reste les principaux, ses objectifs commerciaux et financiers, mais peut jouer un rôle aussi sociétal sur différents types de réduction des inégalités, de discrimination, d'environnement. C'est un levier de la marque employeur qui est très fort chez les jeunes, et notamment chez les jeunes cadres. On a rarement vu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cadre nous dit que c'est d'abord le sens et l'utilité de son entreprise pour la société qui ressort en premier, plus que sa rémunération ou son évolution dans la hiérarchie. On n'avait pas vu. Et surtout, les femmes sont plus confiantes aujourd'hui dans le rôle que peut jouer l'entreprise dans cette réduction des inégalités. Alors que quand on fait le bilan en arrière, elles font un bilan plus négatif. Donc là aussi, la crise sanitaire peut avoir une conséquence positive dans le côté catalyseur que peut jouer l'entreprise dans ces domaines. En tout cas, dans ce que vous nous avez dit, qui est vraiment très très complet, et on voit que ce qui est marrant, c'est que vous avez l'étiquette en fait corporate, parce que donc c'est l'expertise corporate du pôle opinion de l'IFOP, mais que ce qui, sur le papier, c'est une expertise, donc c'est l'entreprise, interne, externe, voilà, le rapport des gens à l'entreprise. En fait, on voit qu'à travers cet angle que vous avez, c'est un angle sur l'ensemble finalement des problématiques sociétales en fait, qui se retrouvent... Tout est politique, effectivement, et puis ton expertise, l'actualité nous alimente aussi beaucoup, et finalement on a des sujets très proches. C'est vrai que même dans le livre, nous on s'est aussi nourri d'enquêtes que vous aviez pu mener sur justement la répartition des tâches domestiques. Ça, c'est des enquêtes qui venaient de chez vous. Tout n'est pas siloté, c'est la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois le travail, la vie perso, la vie dans la société, tout est lié. Et tout s'hybride, donc ça va encore plus être lié. Bon, du coup, en version pessimiste, on n'est pas sorti des ronces. Mais du coup, la version optimiste, voilà, c'est qu'il y a des leviers. Voilà. Work in progress. Voilà. Bon, on va finir là-dessus. Alors, work in progress. Merci encore une fois à vous deux. Rendez-vous sur le site pour tous les travaux évoqués.